Bien, dans cette série de vidéos, on rappelle quelques éléments à l'introduction du monde quantique proposé en classe de première année. Alors, on va parler un petit peu dans cette première partie de la dualité onde-corpuscule. Alors, la lumière peut être vue dans un premier temps comme une onde électromagnétique. C'est essentiellement des expériences qui ont été menées à partir de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle par des personnes comme Young, par exemple. Alors bon, c'est le dispositif classique des fentes Young. Vous avez une source et vous avez deux fentes espacées d'une distance A qui est de l'ordre de quelques longueurs d'onde. Et on observe sur un écran placé plus loin. Donc ce qui va se passer, c'est que la lumière qui va traverser chacune des fentes subit un phénomène de diffraction. Et donc en fait, les deux faisceaux diffractés vont se recouper dans une certaine zone, cette zone du recoupement qui est en fait au niveau de l'écran. Et dans cette zone où les deux faisceaux se recoupent, vous avez en fait des interférences qui se produisent, d'accord, avec des zones où il y a une accumulation de lumière, donc ici, là et là, et des zones où il y a en revanche une absence de lumière. Voilà. Donc des interférences constructives dans les zones rouges et interférences constructives au niveau des croix vertes. Donc ça s'explique très bien par des théories ondulatoires. On peut définir des champs électriques, des grandeurs électromagnétiques, évoluant sinusoïdalement. On calcule les différences de marche et on obtient sans difficulté majeure la figure d'interférence. Donc c'est un élément fort pour présenter la lumière, ou plus exactement les ondes électromagnétiques, comme des ondes, d'accord, au-delà de la lumière. Alors bien sûr, simplement l'axe X qui est vertical ici est horizontal ici. Alors simplement, donc pour les ondes électromagnétiques, on peut bien sûr définir une longueur d'onde lambda, une fréquence qu'on appelle en général nu, et dans le vide, on sait que la relation pour cette onde électromagnétique, c'est bien sûr lambda égale C sur nu. Voilà, donc on a cette situation-là. Alors si on va plus loin dans le cours de seconde année, on peut ensuite associer à cette onde électromagnétique un couple de vecteurs, le champ électrique et le champ magnétique de l'onde. On peut associer également une densité volumique d'énergie électromagnétique qui vaudra epsilon 0 E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0. Et on peut également associer un vecteur de Poynting, voilà, E vecteur égal B sur mu 0. Donc dans cette description ondulatoire, on peut faire toutes sortes de calculs qui donnent des résultats très intéressants et des expériences qui ont été menées depuis déjà plusieurs siècles. Voilà. Mais en fait, on peut tout à fait également voir la lumière comme des grains de matière. Alors, ceci date plus du début du XXe siècle, en particulier avec Einstein, avec Planck, avec De Broglie. Et des expériences plus récentes ont permis de faire, en fait, au lieu de, quand on fait cette expérience-là, on a un grand nombre de photons qui vont interagir, une onde avec un grand nombre de photons, mais en fait, il est possible de réaliser cette même expérience des fentes Young, mais en faisant arriver les photons un par un. Et lorsque l'on fait arriver les photons un par un, on aura des impacts à l'écran qui vont se produire un à un. Donc pour l'impact individuel qui va se produire à l'écran, on aura bien un caractère corpusculaire. On va avoir des impacts successifs comme des billes qui viendraient frapper l'écran et un aspect aléatoire. On a l'impression dans les premiers instants que les photons viennent taper l'écran de façon assez aléatoire, sans vision globale d'une structure qui se créerait. Mais simplement, les impacts successifs, eh bien, en fait, ne vont pas être n'importe comment les uns par rapport aux autres, et vont créer, en fait, la figure d'interférence précédemment. Donc, cette expérience montre bien qu'on peut considérer une situation photon par photon, mais in fine, la figure qui est recréée est bien la figure d'interférence donnée par la théorie ondulatoire.
Voilà. Et cette expérience prouve bien qu'on peut décomposer la lumière photon par photon. Alors on peut aussi voir cette expérience directement avec des vidéos. Donc là, cette vidéo présente les impacts. Alors bon, c'est successif, donc on commence à voir apparaître quelques points. Je vais avancer un petit peu, d'accord. Et on voit que les points pour l'instant semblent se répartir un petit peu aléatoirement. Et si on continue à avancer, la figure se forme progressivement. Et si on avance encore un petit peu, eh bien on voit au cours du temps, vous voyez à peu près, je reviens un tout petit peu en arrière, je vais m'arrêter ici. On voit la figure d'interférence se former. Cette expérience qui a été réalisée donc pour les personnes qui a été réalisée par ces personnes-là. Mais vous voyez, la date est beaucoup plus tardive, en 2008. Je reviens sur les idées ici. Et donc, c'est bien, il y a bien sûr d'autres expériences, l'effet photoélectrique par exemple, où on a envie de quantifier, en fait, disons, la lumière comme des grains de matière, des photons. Et alors dans ce cas-là, on peut associer, bien sûr, alors il y a l'énergie de un photon, qui va être la constante de Planck fois la fréquence de l'onde. Vous pourrez associer une quantité de mouvement au photon P, qui est h sur lambda. Je rappelle que h vaut approximativement 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules secondes, hein, qui est l'unité d'une action, c'est bien des joules fois des secondes, d'accord. Et ainsi vous avez l'énergie du grain de matière et la quantité de mouvement d'un grain de matière, comme une bille qui viendrait taper une paroi avec une quantité de mouvement. Et voilà, alors on peut faire un lien entre eux, donc on peut associer aussi à ce flux de photons un n étoile, qui serait la densité particulière, c'est-à-dire le nombre de photons par unité de volume, donc par mètre cube dans le faisceau. Et simplement, bien en fait, si vous prenez n étoile, si on suppose que tous les photons ont la même fréquence et donc la même énergie, fois l'énergie d'un photon, en fait, on pourrait reboucler avec l'aspect ondulatoire, et cette grandeur-là, en fait, finalement, le nombre de photons par unité de volume fois l'énergie d'un photon vous donnerait, alors peut-être en moyenne, en toute rigueur, je ne vais pas insister sur les détails, mais vous donnerait la densité volumique d'énergie, d'accord. Là, vous aurez bien des joules par photon, multiplié, là, vous aurez des joules par photon, multiplié par le nombre de photons par mètre cube, vous aurez bien des joules par mètre cube. Voilà, donc il y a quand même un lien entre ces deux aspects, d'accord. Mais alors, finalement, on peut être un peu surpris et se dire, bien finalement, est-ce que la lumière c'est des photons ou est-ce que c'est une onde électromagnétique? Bien sûr, à notre échelle macroscopique, on fait une différence entre ces deux aspects, mais au point de vue de ces particules qui interagissent, enfin, qui ont des propriétés quantiques, en fait, c'est un objet plus complexe, un quanta, un objet quantique qui vérifie des lois quantiques, et selon les cas, on va essayer de le décrire par l'une ou l'autre façon, mais la bonne description n'est en fait aucune de ces deux méthodes. C'est une description qui nécessite des outils mathématiques plus complexes, donc selon les cas de figure, on va s'orienter vers une description ondulatoire, souvent quand il y a un grand nombre de photons, et quand on sera peut-être en nombre de photons plus restreint, on tentera plutôt une approche corpusculaire. Voilà. Alors la généralisation, en fait, ce qu'on dit pour les photons, en fait, ça se généralise inversement, donc on a surtout vu la lumière, onde électromagnétique, mais qui peut aussi être vue comme des particules, et de façon plus générale, en fait, toute particule matérielle, si on prend un électron, un proton, vous pouvez aussi associer une longueur d'onde, et ces particules matérielles peuvent éventuellement, sous certaines conditions, se comporter comme des ondes. D'accord? Donc si, par exemple, vous avez un électron qui a une certaine longueur d'onde, eh bien, si vous lui faites traverser une fente telle que la taille de la fente soit comparable à sa longueur d'onde, eh bien, l'électron va sûrement présenter un phénomène, le faisceau va sûrement présenter un phénomène de diffraction également. Et donc la relation est ici, donc en fait, la formule qui est vraie pour le photon se généralise à toute particule. Pour une particule de quantité de mouvement P, vous pouvez lui associer une longueur d'onde qui est lambda égale h sur P. Voilà. Alors, et par exemple, vous avez des expériences, alors qui ont été réalisées plus tardivement, mais par exemple, l'expérience de Tonomura, donc un chercheur japonais à la fin des années 80, il a réalisé des interférences donc électron par électron, donc on a l'impression que c'est à peu près la même chose que ce qui est ici, d'accord,
mais ici c'est fait avec des électrons, et en faisant avec des électrons, il a reproduit le même type d'expérience qu'on peut réaliser également photon par photon. Voilà. Donc pour montrer que des particules comme les électrons, qui nous apparaissent nous comme plutôt, enfin, on voit plutôt peut-être ça comme de la matière, comme des objets microscopiques, en fait peuvent avoir un comportement ondulatoire et créer, on le voit ici, pardon, c'est très mal fait, mais peuvent créer des phénomènes d'interférence avec des zones lumineuses, enfin des zones où il y a accumulation d'électrons et des zones où il y a moins d'électrons qui vont percuter l'écran. Alors, bien sûr, on a ce caractère ondulatoire avec cette constante h. Alors on pourrait se dire, je vous rappelle que h vaut 6,63, disons 10-34 joules seconde. Alors on pourrait se poser la question pourquoi en fait c'est que cet aspect ondulatoire est peu présent à notre échelle, d'accord? On voit des particules matérielles et on n'associe pas à ces particules matérielles un caractère ondulatoire. Ben, c'est assez simple à envisager parce que ici vous avez h qui est en fait le quanta d'action qui vaut 10-34 joules seconde pour faire simple. Or, ben, si vous prenez un quanta d'action qui serait créé par un être humain, vous prenez une énergie caractéristique pour un homme et vous multipliez par un temps caractéristique pour un homme, et bien là typiquement vous aurez des joules et ici typiquement vous aurez des secondes, d'accord? Donc typiquement l'unité d'action pour un être humain elle est en joules secondes, d'accord, enfin en ordre de grandeur, ça peut varier un petit peu en quelques puissances de 10, mais en tout cas ça ne sera pas 10-34. Donc en fait la mécanique quantique va vous contraindre à des quantas d'action qui sont disons discrétisés par tranche de 10-34, mais concrètement vu que vous réalisez vous des quantas d'action qui sont de l'ordre du joule seconde, pardon, la discrétisation est totalement absente. C'est un petit peu comme si vous aviez une échelle et que les barreaux des échelles soient espacés de 1 micromètre. Vous avez l'impression de voir une planche et pas une échelle avec des barreaux séparés. Donc c'est ce qui explique que à notre échelle, ce caractère à la fois corpusculaire et ondulatoire ne s'identifie pas. Voilà pour cette première partie sur cet aspect.